Bienvenue Thierry, bienvenue Jean-Bernard. Bon, on n'arrête pas de se croiser. Vous étiez très attendu, Jean-Bernard Lévy, je confirme. Vous avez peut-être raté les débats qui sont passés auparavant, mais on en reparlera. Donc voilà, en tout cas, on va parler de financement. Donc on parle devant l'ampleur de cette transition à opérer sur une question qui est aussi vitale et sensible que l'énergie. Comment faire aujourd'hui pour que les voies choisies soient finançables et supportables pour les entreprises et pour les particuliers? Donc en transition, quoi qu'il en coûte, et paralysé, il faut d'avoir pu encourager ou rassurer les investisseurs potentiels. Donc quelles sont les solutions? La crise des prix de l'énergie dont on connaît la haute sensibilité sociale, on en parlait justement avant, et en particulier celle récente du gaz et de l'électricité, tout le monde en parle, défraye la chronique, certains blâment les mécanismes du marché ou la libéralisation, d'autres imputent cela à une part encore trop faible des renouvelables. Donc on va poser la question directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Jean-Bernard Lévy, si vous le voulez bien, on n'échappe pas à la question des prix. Vous avez appelé à une réforme des marchés pour introduire de la visibilité sur les prix à long terme. Dans ce débat français et européen, que répondez-vous à ceux qui disent que les prix élevés de court terme sont nécessaires et suffisants pour investir? Le débat n'est pas nouveau, il dure depuis 20 ans. Est-ce qu'on a plus de chances aujourd'hui de trouver des solutions? Je ne sais pas par où commencer, mais je n'ai pas envie de commencer en vous parlant de ce sujet qui est certes important, mais qui n'est que le témoignage en fait, de forts déséquilibres qu'il peut y avoir entre l'offre et la demande à très court terme, et qui fait que ces sujets de court terme, en l'occurrence, tout le monde pense que ça vient des prix du gaz. Donc, des prix du carbone aussi, que les prix de l'électricité sont plutôt à conséquence de ce qui se passe sur les prix du gaz et sur le prix du CO2. Donc je crois qu'il faut essayer de prendre un peu de recul. On a une raison d'être autour de la transition énergétique et de la décarbonation de l'économie et de la société. Je crois que si on prend du recul, on sait que le net zéro ne sera pas atteint sans des investissements absolument considérables. On sait qu'une grande partie de ces investissements doivent aller vers des systèmes qui soient plus efficaces, plus sobres. Je crois qu'il y a une certaine complémentarité entre la notion d'efficacité et la notion de sobriété, qu'il faudra un petit peu des deux. Peut-être pas non plus une extrême sobriété qui pénaliserait notre confort, notre style de vie. Et chez EDF, on est très, très attentif à cela. Donc de gros investissements en termes d'efficacité et de sobriété, et puis aussi de très gros investissements en termes de mix énergétique pour aller vers l'électricité décarbonée, c'est-à-dire pour faire que nous ne consommions pratiquement plus d'énergie fossile à l'horizon 2050, dit-on. En tout cas, dans l'accord de Paris, les 2 degrés, aller vers 1,5 degré. On a vu que les plus gros émetteurs de CO2, la Chine qui est le premier, l'Inde qui est le troisième, se fixent plutôt 2060 et 2070. Mais on sait que les investissements vont être considérables. Et selon les économistes, on parle d'un transfert de 2, 3, 4% de notre richesse annuelle qui va d'une certaine façon aller de la consommation vers ces investissements dédiés à la décarbonation. Alors évidemment, au-delà du sujet de court terme, et je veux bien répondre aussi là-dessus, mais ça relève peut-être plus de l'oratrice suivante que du simple opérateur que nous sommes. Au-delà des sujets de court terme, je crois que notre souci, c'est de faire en sorte que tout le monde prenne conscience que 2 à 4%, c'est beaucoup, c'est pas non plus insurmontable. Il va falloir le faire chaque année et faire bouger chaque année des montants tout à fait considérables pour électrifier et pour décarboner. Et que ceci peut passer par des financements privés, ceci peut passer par les consommateurs, ceci peut passer par la fiscalité. Je pense qu'il faudra jouer un peu de l'ensemble. Et d'ailleurs, pour revenir au sujet de court terme, vous avez vu que lorsque le gouvernement plafonne les prix de l'électricité à 4% pour les ménages, il accompagne ça d'une mesure fiscale parce qu'il voit que les 4% seront dépassés si on applique les règles actuelles. Et donc, il accompagne ça tout de suite d'une mesure fiscale. Donc, cette perception d'un équilibre à trouver entre les différentes sources de financement, elle est, je crois, à parfaire, parce qu'on ne se rend peut-être pas assez compte que, si on prend par exemple un chiffre moyen de 3% du PNB français, on va être à 50 ou à 60 milliards d'euros assez vite, et que ça fait quand même beaucoup d'argent. Alors, il y a des éléments qui permettent de se réjouir. C'est l'attitude des banques centrales qui ont fait en sorte que les financements soient pas chers aujourd'hui. Et puis, l'épargne, notamment en France,
l'épargne publique, l'épargne privée, est très abondante. Et donc, en France et en Europe, elle va pouvoir assez naturellement se tourner vers la transition énergétique. Donc voilà, il me semble comment dresser, vu d'EDF, un panorama de ce qui est notre cadre général pour développer, déployer nos projets en matière de transition énergétique. On va en parler d'ailleurs avec un peu plus de détails. Je me tourne vers vous, Thierry. Donc peut-être avant de vous poser la question, de donner un peu de contexte. RTE en France, mais aussi l'AIE, donc l'International Energy Agency. Tout le monde souligne l'importance des investissements à réaliser pour atteindre les objectifs de décarbonation. Ces investissements concernent le système électrique, on l'a vu, mais également toute l'économie, l'industrie, le logement, dont de nombreux secteurs doivent impérativement se moderniser. D'où l'idée qu'on ne financera pas la transition écologique et énergétique avec les outils traditionnels du marché et de la finance. Ces outils seuls ne sont en effet pas en mesure de donner justement les signaux nécessaires, ni de donner suffisamment de visibilité, ni de mitiger les risques. Or, ce sont des conditions indispensables pour que des investisseurs se lancent dans des projets. Donc Thierry Déo, donc vous êtes investisseur, présent sur des projets de développement durable qui s'étalent sur le long terme, voire très long terme, ce qui est peu fréquent dans le paysage. Quels sont les critères vos critères en tout cas pour investir? Merci. Alors, investisseur de long terme dans les infrastructures durables, c'est 25 ou 40 ans. Alors, je peux déjà vous dire que le signal de prix court terme, on n'est pas intéressé. On est plutôt intéressé par un signal de prix long terme. Et ça, c'est important. Et je crois que les investissements des années précédentes ont été soutenus justement par des contrats garantis long terme, par des contrats pour différence qui ont soutenu une certaine visibilité des cash flows et des revenus, et ce qui a permis un investissement massif. Donc si on veut continuer à investir, même dans la transition, il faudra quand même un signal de prix et de revenus relativement stable à long terme, avec des prises de risque évidemment. Et donc nous investissons à la fois dans la mobilité, mais à la fois dans la transition énergétique et plus particulièrement dans l'économie circulaire, mais aussi les énergies renouvelables, dans la résilience des réseaux, par exemple les interconnecteurs entre l'Allemagne et l'Angleterre, ou l'effacement avec des sociétés comme Voltalis. Et aussi dans le stockage. Notre centrale à hydrogène de l'Ouest guyanais, c'est une première, et c'est une façon aussi de gérer les pointes. Voilà, donc on investit dans cette innovation et dans cette transition. Je ne sais pas s'il y a besoin d'outils nouveaux dans le financement, si ce n'est qu'une vision relativement long terme pour des choses qui sont nouvelles, des technologies un peu nouvelles, même si elles ne sont pas toutes nouvelles, et puis une certaine visibilité, puisque il faut 20, 30 ans des fois pour pouvoir vraiment avoir une véritable rentabilité sur ce type d'objet. Et les investisseurs sont dans cette vision de 20-30 ans, parce que bon, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal d'une certaine façon, parce que la finance, on connaît, donc peut-être un petit mot, qu'est-ce que vous voyez sur le marché ? Bon, je crois que les investisseurs ont envie d'objets long terme qui soient durables. Aujourd'hui, les investisseurs finaux, que ce soit les fonds de pension, les assureurs français, recherchent tous et sont tous friands d'investissements divers, d'investissements compatibles avec la taxonomie européenne, et ont envie de peupler leur portefeuille d'investissement sur cela et pas sur les investissements carbonés dont ils n'ont aucune visibilité sur la durée de vie, in fine. Il y a un moment donné où les investissements très producteurs d'émissions vont devenir des investissements sans valeur. Et ça, c'est un risque qui est très présent dans l'esprit des investisseurs. Donc l'appétit est grand, et la durée des investissements n'est pas ce qui effraie le plus les investisseurs. Très bien, merci Thierry. Et vous, Jean-Bernard Lévy, justement, en tant qu'entreprise engagée, quelle pondération affectez-vous aux critères extra-financiers ? On pourrait parler d'empreinte carbone, de biodiversité, responsabilité sociale des entreprises. Comment vous les intégrez dans vos décisions d'investissement ? Nous avons une démarche systématique d'association de critères liés au développement durable, pour prendre un mot français, sustainability, de critères de développement durable dans la totalité des investissements qui sont faits par le groupe. Et nous cherchons à faire en sorte qu'aucun investissement du groupe ne puisse s'opposer à notre raison d'être, qui
qui est centré sur l'atteinte de la neutralité carbone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Eh bien, ça veut dire en pratique que nous faisons systématiquement des analyses de sensibilité au prix du carbone dans nos modélisations. Ça veut dire en pratique que dans tous les dossiers qui me remontent en tant que président du comité des investissements au sein de la direction générale d'EDF, dans tous ces dossiers, il y a systématiquement une analyse multicritère qui est faite par la direction du développement durable d'EDF. Donc je crois que nous faisons, pas simplement au titre de la décarbonation, mais aussi au titre des autres objectifs prioritaires que nous avons retenus en matière de développement durable, une sélection, des critères de sélectivité des investissements sont présents systématiquement au moment de chaque prise des décisions. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Thierry. Vu de nous qui faisons appel à de l'épargne pour soit co-investir à nos côtés, et c'est le cas dans certains cas de Meridiam, on s'en réjouit beaucoup, ou bien qui cherchons à optimiser, reformater notre portefeuille d'actifs et notamment autour des énergies renouvelables, pas simplement de l'éolien et du solaire, mais aussi des réseaux de chaleur, des bornes de recharge de véhicules électriques, de l'hydrogène. Aujourd'hui, il y a un appétit absolument considérable des fonds d'infrastructure qui sont en effet souvent les intermédiaires entre les assureurs et les fonds de pension qui gèrent notre épargne ou l'épargne des entreprises. Et aujourd'hui, cet appétit est indiscutable. Et on voit aussi que l'appétit s'est beaucoup réduit depuis, je ne sais pas dire, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour des actifs dont la valeur risque de baisser très vite du fait de la politique de défossilisation de la production de l'énergie. Donc je confirme tout à fait ce que disait Thierry. Il y a sans doute une bascule, je ne sais pas quand, en 2018 peut-être, qui correspond à une segmentation beaucoup plus forte qu'elle ne l'était précédemment, entre des actifs sur lesquels les multiples de transactions vont être élevés parce qu'ils correspondent à un développement durable, et des actifs sur lesquels les multiples vont être très différents parce qu'ils correspondent plutôt à l'utilisation d'énergie fossile. Merci Jean-Bernard Lévy. Je vais rebondir sur ce que a dit Thierry. Vous parliez de taxonomie. Peut-être un petit mot là-dessus. Et Jean-Bernard Lévy, justement, quel impact pour votre stratégie nucléaire, s'agissant de la taxonomie, et quelles conséquences si ce moyen de production décarboné n'y figurait pas? Donc, non, à vous. D'abord à vous. Je sais pas, vous êtes adressé à lui, moi. Ça mais me va très bien il a fait mention de la taxonomie, donc Thierry, qu'en pensez-vous du financement du nucléaire sans taxonomie? Ça va être compliqué. Je vais dire la même chose. Non, je crois qu'il n'est pas envisageable aujourd'hui qu'il puisse y avoir un tel hiatus entre la volonté de décarbonation et l'appréciation du nucléaire. En tout cas, c'est la position de la France, c'est depuis longtemps la position d'EDF. Il y a pas mal de pays européens qui s'y sont ralliés. Il y a évidemment d'autres pays qui voient le nucléaire comme une des solutions, pas la solution, une des solutions à la décarbonation. Et je pense qu'il serait extrêmement hasardeux d'imaginer ce que sera l'Europe, qui se veut être le modèle de la décarbonation, si elle n'arrive pas, l'Europe, à trouver les instruments financiers pour poursuivre le nucléaire dans certains pays et reconstruire de nouvelles centrales nucléaires là où il y en a déjà. Et je pense que le bon sens finira par l'emporter, même je ne sais pas, je ne suis pas capable de le dire. On nous dit que le deuxième acte délégué s'approche, donc on verra quel est son contenu, j'espère, avant la fin de ce mois-ci. Et plus généralement, je crois qu'il est nécessaire que l'on dispose au sein de l'Europe, comme c'est le cas dans d'autres zones du monde, d'une véritable stratégie s'agissant du nucléaire. Les grandes zones du monde déploient une stratégie s'agissant de nucléaire. C'est le cas indiscutablement de l'administration Biden, c'est le cas indiscutablement de la Russie, de la Chine, de la Grande-Bretagne et des pays du Moyen-Orient. Je ne vois pas comment
l'Europe pourrait faire une telle impasse que de dire nous on sait mieux que les autres et on va se débrouiller sans nucléaire et essentiellement avec du gaz dont on sait malheureusement qu'il est de plus en plus importé, puisque là où l'Europe disposait de gisements de gaz assez significatifs il y a 10 ou 20 ans, ils s'étiolent petit à petit, ils s'éteignent petit à petit, et la part du gaz importé dans la consommation de gaz en Europe devient prépondérante et même très majoritaire. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudra revenir aux fondamentaux. Thierry, petite réaction sur la taxonomie. On a eu des réactions un peu mitigées plutôt dans le débat avec Patrick Pouyanné et Francesco Starace d'Enel. Donc, vous en pensez quoi? Alors moi, j'ai eu beaucoup de débats, pas mitigés du tout avec la Commission, mais je ne suis pas sûr que j'ai réussi à les convaincre sur plein de sujets. Sur la taxonomie et le nucléaire, d'abord, les investisseurs, moi, j'ai lu beaucoup de rapports de l'Agence internationale de l'énergie. Je n'ai pas trouvé tellement d'autres solutions que le nucléaire pour passer cette phase qui nous attend. Ça, c'est un point de vue personnel. D'un point de vue investissement, cette taxonomie, évidemment, l'acceptation du nucléaire est essentielle pour pouvoir mobiliser des financements là-dessus. Mais les vrais critères, parce que pour moi, c'est un peu une évidence, les vrais critères derrière pour financer un vrai plan stratégique dans le nucléaire, c'est à la fois la maîtrise du risque de construction du nucléaire. Les investisseurs aujourd'hui ne sont pas forcément en mesure d'apprécier ou de gérer ce risque eux-mêmes. Donc il faut trouver des solutions à la fois pour le limiter, l'encadrer, pour attirer plus d'investisseurs, parce qu'on ne peut pas, ce sont des choses qui durent 10 ans de construction. Si on prend 5 ans de retard, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, il faut pouvoir encadrer ce risque de façon intelligente. Et puis ici, il faut aussi un signal de prix, de stabilité de cash flow à long terme qui est inévitable. Donc ces deux critères, en plus de la taxonomie, à mon avis, permettront un financement privé des institutionnels important. Donc vous êtes prêt à investir aux côtés de Jean-Bernard Lévy Alors j'ai investi déjà beaucoup auprès de Jean-Bernard Lévy parce qu'on a la chance d'être une société à mission et d'avoir des missions communes en matière d'atteinte d'objectifs de développement durable, dont l'inclusion, dont la biodiversité que vous mentionniez tout à l'heure. Donc pourquoi pas sur le nucléaire. Et justement, le nucléaire ne pourrait-il pas être précisément utilisé pour produire de l'hydrogène compétitif en France? Oui, bien sûr, il le sera. Il l'est déjà. Il l'est déjà parce que tout électrolyseur, et il y en a quand même quelques-uns, branché au réseau, de fait, est branché à un réseau qui produit à hauteur de 75% des électrons nucléaires, d'origine nucléaire. La question qui est posée, c'est plus une question technologique. Faut-il affecter un certain moyen de production, localisé à un certain endroit, pendant une certaine période de temps, à produire de l'hydrogène? La vision des ingénieurs d'EDF, c'est que la réponse est plutôt non, dans un pays comme la France, qui est remarquablement bien maillé, grâce à notre réseau de transport, déployé, opéré par RTE, j'ai plaisir à saluer, qui fait en sorte que nous avons un réseau qui permet à chaque instant d'optimiser l'appel des différents moyens de production en fonction d'un ordre de mérite. Je reviens à votre première question. Personne, je crois, ne remet en cause l'utilisation de l'ordre de mérite sur le court terme. La question, c'est plutôt celle des signaux d'investissement à long terme. Mais donc, je reviens à l'hydrogène. Nous pensons aujourd'hui que dans un pays comme la France, la meilleure façon de produire de l'hydrogène sur le territoire national, c'est de connecter l'électrolyseur au réseau et de le mettre le plus près possible du consommateur final. Le plus près possible du consommateur final, parce que le transport de l'hydrogène est un sujet qui est sérieux, qui est dangereux, et qui est coûteux. Et moins on aura à transporter l'hydrogène, eh bien, on pense mieux on se portera. Parce que les électrons, ils se transportent déjà très facilement, et comme je le disais, le réseau est très maillé. Donc notre vision du réseau de production d'hydrogène en France, c'est de le mettre à proximité des consommateurs. Ça peut être des villes. À Auxerre, ce n'est pas la ville la plus industrielle de France, c'est une petite ville très dynamique, une ville moyenne très dynamique. Nous installons un électrolyseur à proximité de la gare
et de la station de recharge des bus, là où passeront également les bennes à ordures et d'autres moyens de transport dits lourds, des camions et autres, qui vont venir sur la station à hydrogène, dont la puissance, la capacité va augmenter au fil du temps, qui viendront se recharger en hydrogène, et on produira de l'hydrogène grâce aux électrons du réseau, quitte à avoir des certificats de garantie d'origine pour ceux qui souhaiteront avoir ces certificats de garantie d'origine. Même chose en ce qui concerne les grandes plateformes industrielles. Nous préparons sur une des plus grandes plateformes cimentières de France, avec la société Vicat, l'utilisation de façon massive de l'hydrogène pour décarboner la production de ciment, et nous pensons que la meilleure façon de produire cet hydrogène, c'est de le produire sur la plateforme industrielle de Vicat, qui est située en l'occurrence dans le département de l'Isère. Ça, c'est si on veut faire de l'hydrogène produit en France, si on ne veut pas dépendre des autres. Alors, il y a d'autres thèses qui sont de dire ça serait tellement bien d'aller produire cet hydrogène loin et puis de le transporter en France, parce que peut-être il y aura des moyens pas très coûteux à partir notamment de l'énergie solaire, au fur et à mesure que le coût unitaire de l'énergie solaire baisse. Et c'est vrai que produire de l'énergie solaire sur place au Sahara ou dans les déserts de l'Arabie, c'est pas cher du tout. Et bien ensuite, il faut le transporter, le liquéfier, le mettre dans les bateaux, le transformer en ammoniac, et tout ça, ce sont aujourd'hui des technologies qui ne sont pas prouvées. Peut-être le seront-elles dans 10 ou 20 ans, mais aujourd'hui, elles ne le sont pas. Thierry, en tant qu'investisseur, votre vision? Oui, alors il y a un peu les deux pans. Il y a le sujet du transport, et je crois que c'est un facteur limitant, aujourd'hui en tout cas, et qui finalement augmente les coûts à l'utilisateur. Néanmoins, au niveau de l'efficacité économique, je ne sais pas si produire de l'hydrogène avec du nucléaire aujourd'hui, c'est la plus grande efficacité économique. Parce que grosso modo, pour qu'il soit efficace, cet hydrogène vert, il faut le produire à 30 € du mégawattheure, à peu près. Et donc là, on est en effet plus sur du solaire, d'où le dilemme. Alors c'est pour ça qu'on a choisi la Guyane française, parce que c'est pas connecté au réseau, et il y a du soleil. Ça tombe bien. Et donc c'est plus facile d'avoir une équation économique, mais c'est aussi grâce à un environnement régulatoire particulier dans les Outre-mer en France. Mais en effet, ces deux choses se contrebalancent et on n'a pas trouvé la solution. Donc d'un point de vue d'un investisseur, je dirais qu'on n'est pas encore totalement convaincu de la solution hydrogène, de comment bien la financer, comment l'avoir au plus proche des utilisateurs et en même temps avoir la source d'énergie la moins chère pour la produire. Il ne faut pas oublier que les électrolyseurs sont à 60-70% efficaces, pas à 100%. Voilà. Et donc la perte est énorme dans un électrolyseur, et donc il faut faire attention à bien réfléchir, à bien localiser et à trouver les bonnes sources d'énergie pour le produire. Est-ce que je peux ajouter, parce que votre question avait aussi une dimension technologique, je voudrais ajouter qu'un réacteur nucléaire, avant de produire de l'électricité, ça produit de la vapeur. De la vapeur à haute pression et à assez haute température, et que cette vapeur peut être utilisée dans certaines conditions de température et de pression pour casser la molécule d'eau dans des électrolyseurs dits justement à haute température. Donc nous sommes partie prenante d'un certain nombre d'actions de recherche et développement pour aller économiser directement la perte de rendement qu'il y a quand on passe de la vapeur à l'électricité à travers le groupe turbo-alternateur, et aller chercher directement cette vapeur. Alors dans un réacteur nucléaire, on ne vient pas piquer la vapeur facilement, hein, mais c'est pour ça qu'on est payé pour ça d'une certaine façon. Trouver des bonnes solutions pour récupérer cette vapeur et aller directement casser les molécules d'eau, gagner considérablement en rendement, parce que Thierry a raison, le rendement de la chaîne technique aujourd'hui de l'hydrogène, il n'est pas très bon, et tout ce qu'on pourra faire pour améliorer le rendement de la chaîne technique de l'hydrogène pourrait être un facteur de changement radical, une véritable rupture dans la manière dont on voit l'hydrogène. Donc on y travaille sur différents projets d'EDF, et en particulier sur le projet de SMR qui s'appelle Neward, qui est en cours de démarrage, dont on a annoncé le développement il y a un peu plus de 2 ans. Merci pour cet éclairage. Donc on va rester toujours, on parlait d'hydrogène, on va
parler de photovoltaïque, par exemple. Donc, le gouvernement revoit actuellement le niveau des tarifs de soutien au développement de la filière photovoltaïque. Jean-Bernard Lévy, vous y avez été opposé. Hein. Quels risques et quelles conséquences de cette incertitude réglementaire ? C'est pas terrible parce que le gouvernement réexamine très longtemps après un dispositif qui a été mis en place entre 2005 et 2010 à peu près, je ne sais plus les dates exactes. Mais enfin bon, c'est pas génial. Il est clair que pour les investisseurs, c'est peut-être plus à Thierry de s'exprimer là-dessus, il faudrait que la parole de l'État français soit triplée. Ce n'est pas tout à fait le cas, donc ça crée un petit peu de bruit négatif. Thierry ? C'est un très mauvais signal, surtout quand on dit venez tous investir dans l'hydrogène, en sachant que s'il y a des tarifs garantis, ils seront élevés, et que dans 10 ans, s'il y a une baisse du coût de production, on va refaire la même chose. Parce que voilà, je pense qu'il faut éviter les attitudes de la République quasi bananière, parce que c'est un peu ça quand même. On comprend les motivations, mais il y a des solutions. Hein. Les contrats pour France, c'est des solutions. On peut mettre du cap, du floor. Il y a des solutions pour encadrer les surrentabilités tout en fournissant et en partageant le risque avec les investisseurs. Et donc, faut les développer et les utiliser parce que le tarif garanti à tout prix qu'on renégocie au bout de 10 ans, c'est vraiment pas une bonne pratique, voire une pratique assez toxique pour les investissements. Et Thierry a dit renégocier, ce qui était peut-être un mot un peu fort. Y a-t-il vraiment négociation de votre côté ? Enfin, je ne sais pas, c'était plutôt imposé. Mais il y a eu renégociation sur, comme le sait une grande partie de l'assistance, sur les premiers appels d'offres éoliens offshore. Le gouvernement, dans les années 2018, je crois, oui, ça devait être vers 2018, le gouvernement a dit, écoutez, il s'est passé beaucoup de temps sur les éoliennes offshore. On sait que le coût de construction de vos champs d'éoliennes a beaucoup baissé, donc renégocions ensemble un tarif inférieur au tarif qui vous a permis de gagner l'appel d'offres. Et la profession a dit, oui, c'est vrai, on a des marges de manœuvre inattendues, parce que quand on a répondu à l'appel d'offres dans les années 2011 ou 2012, les prix étaient beaucoup plus élevés, et donc en négociant, on a trouvé un accord qui a permis d'aboutir à quelque chose qui est raisonnable, mais qui cette fois-ci a été effectivement négocié. Là, j'ai l'impression que sur les tarifs du solaire, les deux côtés de la balance, ce n'était pas très équilibré. Bon, on va parler d'atouts et d'attractivité de la France. Donc Thierry, peut-être cette question, elle est pour vous. Est-il plus intéressant d'investir en France, en Europe ou dans d'autres pays? Pourquoi? La France, est-ce qu'elle conserve des facteurs d'attractivité et si oui, lesquels? Il y a des facteurs d'attractivité forts. D'abord, on a une régulation qui est claire. Alors, nonobstant les petits événements dont on vient de parler, parce que ça, ce sont des micro-événements qui peuvent tuer l'attractivité d'un pays en très peu de temps, sur des secteurs en particulier. Hein. Je veux juste faire rappeler la situation de l'Espagne quand elle a fait la même chose, et pendant presque 10 ans, il n'y a pas eu d'investissement dans les énergies renouvelables. Et donc, il faut faire attention à ce genre de choses pour ne pas gâcher ce qui est aujourd'hui quand même très attractif en France. C'est une régulation, c'est un système, une place financière qui sait faire et qui accompagne les entreprises, et puis des entreprises technologiques et industrielles très fortes. Donc, on a tous les atouts pour, et je pense qu'en Europe, si j'enlève les Anglais pour la place financière, on a une avance sur beaucoup de ces points. Mais ce sont des points qu'on perd assez facilement par des petits jeux épisodiques. Vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Bernard Lévy ? Non, je voudrais simplement rappeler que la France est un pays attractif, notamment parce qu'elle dispose d'une électricité abondante, pas chère, décarbonée et toujours disponible. Alors, on va parler d'innovation. Donc, il nous reste encore un petit quart d'heure. Donc, Jean-Bernard Lévy, votre groupe est parmi justement les électriciens européens, celui qui investit le plus en matière d'R&D et d'innovation. Considérez-vous justement que l'Europe et la France encouragent suffisamment l'innovation? On a vu, les politiques de soutien ne sont-elles pas trop moins-disantes. On a vu aussi que la DG Concurrence à la Commission européenne impose des critères de prix comme critère principal des choix de projet. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Je n'ai pas tellement envie d'opposer l'innovation et les critères de la concurrence. Je crois justement que ce qui devrait distinguer l'innovation, c'est qu'on fait des tests et qu'on ne se mesure pas à la concurrence et qu'à ce titre, on a besoin d'être aidé. Et franchement, ce n'est pas le sujet qui me paraît le plus critiquable dans la manière dont a été organisé le marché de l'énergie ou le marché de l'électricité depuis 20 ans. J'ai l'impression que lorsqu'il s'agit de véritables sujets d'innovation, alors on peut dire qu'il n'y a pas assez d'argent, l'écosystème n'est pas assez agile, n'est pas assez dynamique, n'est pas assez ouvert, et peut-être EDF doit-il en prendre sa part, mais j'ai l'impression que ce sont des thèmes qui finalement marchent quand même assez bien. Je pense que si il y a aujourd'hui une difficulté, elle est plus dans le temps qu'il faut entre des décisions politiques, de mettre en place des grands chantiers d'innovation et le temps qu'il faut pour que l'argent arrive effectivement aux innovateurs. Nos écosystèmes sont beaucoup trop lourds, beaucoup trop, non pas beaucoup trop contrôlés, mais enfin ils passent par des filtres successifs qui me paraissent beaucoup trop longs. Mais je pense qu'aussi, peut-être devrait-on faire une distinction plus claire entre ce qui doit être régi par la concurrence et ce qui doit être régi par la prise de risque et l'innovation. Et Thierry, sur le sujet... Je voudrais aussi souligner que nous, comme bien d'autres groupes, nous bénéficions en France d'un crédit d'impôt recherche sur lequel les entreprises se sont beaucoup battues. Bon, il y a eu des mesures de plafonnement qui ont été prises, mais enfin, c'est quand même un atout dans notre pays que de bénéficier d'un encouragement de cette nature en matière de recherche industrielle. Non, je pense que l'écosystème français et européen est plutôt en bonne santé sur l'innovation, et ça peut-être depuis un peu moins de 10 ans. Faut quand même rappeler que... alors moi j'ai eu la chance d'être au comité d'investissement du fameux plan Juncker, où on a quand même dépensé quasiment 20% de ces 500 milliards dans l'innovation. Northvolt, c'est Innofin 80 millions, puis BEI 300 millions. Donc, faut voir les succès, et je crois que, en tout cas, les aides financières sont abondantes en matière d'innovation, que ça passe par tous les instruments de la Commission européenne, y compris les instruments comme le CEF ou autres. Et donc, il faut savoir les utiliser. Des fois, c'est pas toujours facile pour les petites entreprises de le faire. Mais en tout cas, il y a un argent assez abondant dans l'innovation. Et puis le dernier cycle d'accompagnement, notamment dans l'investissement, ça a été un peu sur le sujet de la commission Tibi et de l'accompagnement qu'a fait le gouvernement en encourageant les institutionnels français à accroître leur part dans la croissance des entreprises et dans l'innovation. Donc pour vraiment passer à l'échelle. Donc je crois qu'aujourd'hui on a un écosystème plutôt sain, dynamique. On peut toujours faire mieux, mais que l'obstacle n'est pas là. Donc puisque l'argent est là, donc c'est quoi les obstacles là, finalement? Pourquoi on n'arrive pas à accélérer? Est-ce que les leviers financiers sont-ils suffisants? C'est quoi les problèmes? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors là, on est sur un sujet peut-être plus français, c'est la prise de risque et l'entrepreneuriat, ça vient souvent avec l'innovation. C'est pas toujours, il ne faut pas confondre les deux parce que je veux dire la R&D d'EDF c'est aussi important pour l'innovation que l'écosystème de Station F. Mais en tout cas, on a eu du mal en France à basculer vers un système de prise de risque, d'entrepreneuriat encouragé. L'échec en France a toujours été un peu permanent, c'est-à-dire une fois qu'on avait échoué, on était mort. Dans beaucoup d'autres pays, c'est un gage d'avoir échoué et de recommencer. C'est même un des critères qu'utilisent certains gérants du VC aux États-Unis pour classer. C'est la manière anglo-saxonne. Oui. Voilà, donc cette perception du risque, parce que nous ne sommes pas un pays qui adore prendre des risques, fait qu'on n'a pas eu un écosystème de jeunes pousses mais maintenant, je pense que ça a basculé aussi. On est dans une autre phase beaucoup plus positive et de croissance. Ok. Justement, on parle d'attractivité. Et dans cette industrie, on en parlait d'ailleurs, Jean-Bernard Lévy, il y a un peu moins de 10 jours, on parlait de cette question d'attractivité des jeunes vers des métiers
de cette filière. Donc ça c'est peut-être aussi un sujet important, je pense, pour avancer sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot là-dessus, Jean-Bernard Lévy? Je crois qu'aujourd'hui, en effet, le problème de l'emploi a changé. Et les enquêtes d'opinion, il y en avait une très intéressante dans un hebdomadaire économique français, il n'y en a pas beaucoup, il y a 2-3 mois, montrent que les sujets de l'emploi vis-à-vis de chez nos concitoyens, vis-à-vis du risque de perte d'emploi, du risque d'être au chômage, etc., ont beaucoup baissé d'intensité et que des sujets plus sociétaux autour de la planète ou autour des sujets sécurité, immigration, on l'ont emporté. On peut voir aussi qu'un certain nombre, dans les pays américains, les États-Unis, un certain nombre d'Américains, peut-être un certain nombre d'Européens aujourd'hui, se détournent de l'emploi. Ils considèrent qu'ils peuvent vivre agréablement, sans véritablement s'engager dans une activité professionnelle. Donc notre souci, c'est d'attirer dans les métiers de l'industrie de technologie, d'attirer un maximum de jeunes, et nous avons du mal à le faire. Nous avons du mal à le faire pour les jeunes garçons, mais aussi pour les jeunes filles, et en particulier pour les filles. On a beaucoup de difficultés à dépasser les 25... En France, on a beaucoup de difficultés, et dans les autres pays, c'est pas beaucoup mieux. Beaucoup de difficultés à dépasser certains seuils en matière de féminisation, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs ou dans les classes préparatoires ou dans les filières d'ingénieurs associés aux universités. Et je crois que ce qui fait défaut, c'est dans la tête des gens, c'est les stéréotypes, c'est le fait que le corps enseignant n'est pas convaincu, que peut-être il y a encore une image de l'usine comme étant un endroit sale, et qu'il y a une vision, qui semble-t-il, presque du 19e ou du début du 20e siècle de ce qu'est le travail dans une industrie manufacturière. Il faut voir qu'à côté de ça, il y a un très grand nombre de jeunes qui sont attirés par l'entrepreneuriat, ce qui ne veut pas dire la technologie. Il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, des dot-com, ou je ne sais pas comment il faut les appeler aujourd'hui, enfin beaucoup d'entreprises de la French Tech. Non, je sais. On va les appeler de la French Tech, ça fait plus chic. Beaucoup d'entreprises dites de la French Tech qui ne font pas beaucoup de techno, en réalité. Mais il y a un appétit plus important pour les aventures individuelles dans l'entrepreneuriat qu'il n'y en avait. Alors, chez EDF, on n'est pas tellement victime de cette situation parce que l'attrait de la grande entreprise avec des moyens, avec des plans de carrière, avec la possibilité de s'exprimer sur des enjeux qui sont majeurs reste entière. Par contre, auprès de nos sous-traitants, dans les filières industrielles dont nous sommes des animateurs importants, on sent aujourd'hui ce besoin qui est très fort. Et je crois que ça doit être un souci de société qu'on aimerait voir davantage partagé, notamment dans le système éducatif, où, oui, il y a des gens qui se battent pour défendre l'idée que l'éducation, ce n'est pas simplement l'acquisition d'un savoir, mais aussi l'acquisition d'un savoir-faire professionnel. Mais ce point de vue n'est pas unanimement partagé, loin de là, au sein du système éducatif. Thierry ? Alors, je partage. Je crois que la question du sens pour les jeunes qui recherchent du travail est devenue beaucoup plus importante souvent que la question du salaire, pas qu'ils l'abandonnent totalement. Mais ça, c'est vrai en Europe. C'est vrai en Europe. Et en France. Et en France aussi. Et donc, on voit bien que même à salaire égal ou plus faible, on attire plus facilement en étant une société à mission avec des missions claires que d'autres. Donc, c'est très important et je crois que ça ne va pas changer dans l'autre sens. Donc, on va continuer à avoir cet appel du sens. Et on parlait des filles, comment les intéresser aux filières industrielles. Je crois qu'il y a un sujet de fond en France, c'est le manque de conscience du fait qu'il faut une culture scientifique minimale, parce qu'on est dans un monde de plus en plus complexe. Et ça, c'est vrai pour nourrir les filières industrielles et qu'il faut des ingénieurs en France. Mais c'est vrai aussi pour l'administration. Après, je ne vais pas commenter plus loin sur ce sujet, mais cette culture scientifique qu'on n'arrive pas
à transmettre, notamment aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs sont obligées finalement d'aller en classe de seconde faire la pub pour les études scientifiques. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc dans les prépa, les meilleures écoles d'ingénieurs en matière de féminisation ont 35%. Et donc il y a un véritable sujet, mais s'il y a moins de filles, il y a aussi moins de garçons à la fin. Donc si on veut accélérer justement cette transition énergétique, aller dans le bon sens, et on n'a pas les talents, on n'a pas l'attractivité, mais c'est aussi ça le problème. Donc c'est pas juste de créer de l'énergie propre pour tous, et c'est comment on remédie. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il faut s'attendre des choses des pouvoirs publics? Des choses de tout le monde, c'est-à-dire que quand EDF fait de l'apprentissage, c'est aussi important que les décisions que peuvent prendre les pouvoirs publics en matière du corpus scientifique dans les lycées. Alors ça a un effet d'échelle plus important évidemment, mais donc les entreprises ont leurs responsabilités, donc il faut trouver d'autres moyens finalement d'attirer les gens vers ces métiers et de les former. Et de les former finalement tout au long de la vie. Moi, je m'occupe de Finance for Tomorrow, qui est le cluster finance. Alors moi, je suis ingénieur, je ne suis pas financier, donc j'ai toujours du mal à leur parler. Mais cluster financier d'Europlace. Et donc, on s'occupe, par exemple, de la formation en développement durable des financiers, pour qu'ils comprennent ce dans quoi ils investissent. C'est fort compliqué, mais en tout cas, il y a même une certification de l'AMF aujourd'hui pour ça. C'est un pas essentiel pour justement permettre cette transition. Parce qu'il faut que toutes les chaînes, tous les maillons de la chaîne puissent avoir une bonne compréhension de ce qu'il faut faire. Bon, peut-être quelques minutes encore, dernier sujet. Donc on parle de prix abordables, on parle de la France, de l'Europe, mais aussi le but c'est aussi qu'on puisse offrir à ce prix-là à tout le monde, à tous. Donc là je reviens un peu sur les ODD, on en avait parlé, Jean-Bernard Lévy. Donc du coup, Comment travailler pour justement arriver à proposer les mêmes, on va dire les mêmes, en anglais on dit energy poverty un peu partout dans le monde, dans pas mal d'endroits sans faire un focus particulier sur certaines zones géographiques. Mais comment on arrive à aller vers un prix abordable, raisonnable et avec une énergie propre pour tous? Déjà, il faut vouloir. Alors, je crois qu'on partage cet objectif tous les deux, parce qu'on a des initiatives, notamment en Afrique, sur l'énergie décentralisée, où on commercialise des kits très abordables pour l'électrification rurale, et ça marche plutôt bien. Donc, d'abord, il faut vouloir, ensuite y mettre les moyens et trouver les moyens financiers et les méthodes à la fois mix un peu d'argent public, d'argent privé, notamment par exemple le financement a reçu une garantie de la Banque africaine de développement pour permettre ce prix abordable. Donc les solutions existent. Après, il faut les acteurs prêts à les déployer. Et c'est pas facile, hein. Je ne dis pas que c'est facile. Non, c'est pas facile, mais j'allais utiliser vraiment les mêmes mots que Thierry. Je crois que c'est une affaire de volonté collective. Je crois que si on veut le faire et qu'il y a une volonté de la collectivité de le faire, ce n'est pas une initiative unique. Alors, mais il y aura de nombreuses initiatives. Alors en France, en matière de précarité énergétique, on a une initiative qui marche bien, c'est qu'on a des conseillers auxquels peuvent s'adresser les Français qui ne comprennent pas bien pourquoi ils sont en situation de ne pas pouvoir payer leurs factures, ce qu'on appelle la précarité énergétique. On a, je crois, environ 300 conseillers qui sont dédiés à aider nos concitoyens avec leurs factures d'électricité et de gaz. On a pris une autre initiative en liaison avec la Fondation Abbé Pierre, je crois qu'elle a été saluée il y a à peu près un mois, c'est de dire désormais, même l'été, on ne coupe plus le courant. On limite à 1 kW de façon à ce que les Français qui sont dans cette situation puissent bénéficier d'un minimum d'électricité chez eux. Et puis je salue la présence de Madame la Ministre, qui pourrait aussi ajouter que le gouvernement a fait beaucoup de choses, et en particulier le renforcement du chèque énergie récemment, justement pour toucher ces sujets-là. En Afrique, je crois que le sujet est différent. Le sujet en Afrique, c'est que la plupart des gens n'ont pas l'électricité. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais quand je suis arrivé chez EDF, on m'a dit « Ce soir, il y aura plus d'Africains sans électricité qu'il y en avait ce matin,
Parce qu'il y aura plus d'Africains qui seront nés sans électricité que d'Africains qui auront été raccordés dans la journée. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, c'est particulièrement frappant. Il y a un certain nombre d'organisations, d'entreprises comme nous-mêmes, d'organisations internationales qui se sont fixées comme mission, tous avec cette volonté collective de contribuer à ne pas laisser l'Afrique de côté au moment où on a besoin d'énergie décarbonée, d'énergie verte, d'énergie propre, pour que l'Afrique fasse partie de la collectivité mondiale de façon tout à fait complète. Il sont encore plus de 800 millions de personnes juste en Afrique subsaharienne qui ne sont pas raccordées et qui n'ont pas d'électricité. Mais en tout cas, on pourrait continuer longtemps, mais le temps fait défaut. Merci Jean-Bernard Lévy, merci Thierry Déaut, merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Merci. Merci à vous.